Après la nomination de Della comme chef de la sécurité royale, elle comprit rapidement que son rôle allait bien au-delà de la simple défense du palais. Elle portait maintenant sur ses épaules la sécurité de tout le royaume de Kwame, tout en cherchant un moyen de mettre fin à la guerre qui menaçait de tout détruire. Un soir, Della demanda audience auprès du roi pour discuter de la situation. Assis dans une salle privée, autour d'un verre de vin, ils échangèrent sur les défis qui les attendaient. Le roi semblait abattu, partagé entre son devoir de protéger son peuple et les liens de sang qui le reliaient à Dango. Della, dit le roi en soupirant, Dango est mon frère. Nous avons grandi ensemble, joué dans ces mêmes cours où il marche maintenant en ennemi. Lui ôter la vie pourrait mettre fin à cette guerre, mais je ne peux me résoudre à tuer mon propre sang. Della, réfléchissant à ces paroles, répondit avec un ton grave, Votre Majesté, je comprends votre dilemme. Mais il est clair que Dango ne partage pas cette même hésitation. Pour lui, ce lien de sang ne signifie rien. Même en prison, il trouverait un moyen de semer le chaos. Il est bien plus dangereux vivant que mort. Nous devons envisager toutes les options, même celles qui semblent impensables. Le roi se leva, parcourant la pièce de long en large, les mains croisées derrière son dos. Après un moment de silence, il déclara, pour l'instant, prépare nos hommes. Nous devons être prêts à tout moment, car je sais que Dango ne restera pas inactif. Il frappera là où nous nous y attendons le moins. En attendant, nous chercherons une solution qui épargnera la vie, mais protégera notre peuple. Della acquiesça et se retira, bien consciente de la lourde responsabilité qui lui incombait. Dès le lendemain, elle convoqua tous les capitaines et lieutenants pour renforcer les défenses du royaume. Elle ordonna des patrouilles nocturnes aux frontières, installa des postes de surveillance dans les points stratégiques, et mit en place un entraînement intensif pour les soldats afin de les préparer à toute attaque surprise. Les jours passaient, et l'atmosphère au royaume devenait de plus en plus tendue. Le peuple sentait que quelque chose se préparait, même s'il ne savait pas exactement quoi. Pendant ce temps, Della passa ses nuits à élaborer des plans avec ses conseillers militaires, cherchant un moyen de contenir Dango sans recourir à un bain de sang. Un jour, alors qu'elle examinait des cartes des territoires ennemis, un messager arriva au palais. Essoufflé et couvert de poussière, il remit une lettre scellée au roi. Ce dernier la lut en silence, son visage se durcissant à mesure qu'il avançait dans sa lecture. Il tendit la lettre à Della. Dango nous a envoyé un ultimatum, dit-il d'une voix sombre. Il exige que nous lui cédions tout le territoire à l'est de la rivière Beki, sinon il lancera une attaque dans 3 jours. Il dit vouloir régler cette guerre rapidement, mais il menace également de brûler nos villages s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Della serra les poings, sentant la colère monter en elle. Votre Majesté, céder ces terres serait un signe de faiblesse. Cela ne ferait que l'encourager à réclamer davantage. Nous devons lui montrer que nous ne céderons pas sans nous battre. Le roi réfléchit, les traits marqués par l'inquiétude. Tu as raison, Della. Mais je crains pour mon peuple. Une guerre ouverte causerait d'immenses souffrances. Si seulement nous pouvions le raisonner. Della, le regard déterminé, répondit, s'il ne veut pas entendre raison, alors nous devrons lui imposer la nôtre. Je vais mobiliser nos espions pour infiltrer son camp. Peut-être pourrons-nous découvrir ses faiblesses et trouver une manière de neutraliser sa menace sans déclencher une guerre totale. Le roi hocha la tête. Fais ce qu'il faut, Della. Mais souviens-toi, je veux éviter autant que possible une effusion de sang. Ainsi, Della se lança dans une course contre la montre pour déjouer les plans de Dango, tandis que les préparatifs de défense s'intensifiaient. Elle savait que le sort du royaume reposait sur ses décisions et son habileté à anticiper les mouvements de leur ennemi. Le temps jouait contre eux, mais Della était résolue à protéger Kwame, quel qu'en soit le prix. Un jour, alors que sa fille traversait le quartier, elle aperçut l'homme avec qui elle avait trompé son mari, Kaya. Rien que de le voir, elle sentit une vague d'angoisse monter en elle, pressentant que cette rencontre n'annonçait rien de bon. L'homme, affichant un sourire narquois, l'interpella sans retenue. « Alors, Safi, comment va notre fille ?» dit-il, le regard insistant. Safi, surprise et déstabilisée, tenta de maintenir son calme. « Quelle fille ?
Je n'ai pas d'enfant avec toi, répondit-elle sèchement. L'homme, visiblement amusé par sa tentative de nier l'évidence, continua. Tu fais comme si tu ne me connaissais pas? Pourtant, on avait bien commencé tous les deux. Pourquoi tu m'évites comme ça? Sa-fille, sentant la colère monter, le fixa froidement. Je ne veux plus jamais avoir à te parler. Fais comme si je n'existais pas, et tout ira bien. Mais l'homme, imperturbable, laissa tomber sa menace. Ah non, Sa-fille. Si tu refuses de revenir chez moi, je vais tout dire à Kaya. Je lui dirai que tu m'as trompé avec moi et que je suis le véritable père de votre fille. C'est toi qui vois, à toi de jouer. Sa-fille resta pétrifiée. Elle regarda l'homme s'éloigner, son rire moqueur résonnant dans ses oreilles. Une vague de dégoût et de panique la submergea. Elle savait que cet homme n'hésiterait pas à détruire son foyer pour obtenir ce qu'il voulait. Elle était prise au piège. Elle comprit qu'elle risquait de devoir céder à ce chantage si elle voulait préserver son secret et éviter que Kaya n'apprenne la vérité. Le soir venu, comme si le destin jouait contre elle, Kaya engagea une conversation à table, un sourire plein d'espoir sur le visage. Sa-fille, dit-il doucement, j'ai beaucoup réfléchi, et j'aimerais vraiment qu'on ait un deuxième enfant. Tu sais, notre fille est déjà grande maintenant. Le cœur de Sa-fille s'emballa. Elle essaya de cacher son malaise derrière un sourire forcé. Moi aussi, j'aimerais, Kaya. Mais tu sais, ce sont les dieux qui donnent les enfants. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est que ce n'est pas encore leur volonté. Kaya fronça légèrement les sourcils, réfléchissant à ses paroles. Je comprends ce que tu veux dire, Sa-fille, mais, ton âge avance, et j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille. Peut-être que nous devrions consulter un guérisseur ou prier davantage? Sa-fille baissa les yeux, incapable de soutenir le regard plein d'attente de son mari. Je ferai tout ce qu'il faut, Kaya. Quand le moment viendra, les dieux nous béniront, j'en suis sûre. Kaya posa doucement sa main sur la sienne. J'ai confiance en toi, Sa-fille. Je sais que tu fais de ton mieux. Sa-fille esquissa un sourire forcé, mais dans son esprit, tout était chaos. Les mots de Kaya résonnaient comme une lame tranchante. Elle savait qu'elle était prise dans un étau, coincée entre le désir de son mari et la menace de l'homme qui connaissait son secret. Cette nuit-là, alors que Kaya dormait paisiblement, Sa-fille resta éveillée, tourmentée par ses pensées. Elle savait qu'elle devait trouver une solution rapidement, avant que tout ne s'effondre autour d'elle. Mais comment? Un matin, un jeune homme fit son apparition dans le palais du roi Nkwame, vêtu avec une élégance moderne qui témoignait de son séjour prolongé en Occident. Son costume ajusté et sa valise de cuir racontaient une histoire de voyage et d'apprentissage. C'était le fils du roi, l'unique héritier du trône, revenu de Belgique après plusieurs années d'études. Le roi et son épouse l'accueillirent avec une joie débordante. Dans le grand salon du palais, rempli de meubles ornés d'or et de symboles royaux, ils échangèrent des récits et des rires. L'héritier, avec son charisme et son assurance, raconta les merveilles de l'Europe, tout en promettant de mettre son savoir au service du royaume. Le roi, ému et fier, ne cessait de le dévisager avec admiration. Ce moment de retrouvailles marqua une étape importante dans la vie du palais, alors que tous les regards se tournaient désormais vers cet homme destiné à régner. Pendant ce temps, Della, la jeune et intrépide chef des guerriers du royaume, vivait un conflit intérieur grandissant. Depuis qu'elle avait risqué sa vie pour sauver Bihi des griffes de Dango, celui-ci semblait s'éloigner d'elle. Il était devenu distant, réservé, presque froid. Della souffrait en silence de cette absence émotionnelle, car, au fond d'elle, elle savait que ses sentiments pour Bihi allaient bien au-delà de l'amitié. Un jour, ne supportant plus cette douleur muette, Della décida de se confesser. Elle se rendit chez Bihi, son cœur battant à tout rompre. Mais à son arrivée, la scène qui s'offrit à elle la déstabilisa totalement. Dans le salon de Bihi, une jeune femme était assise, rayonnante et confiante. Della, surprise et troublée, demanda avec hésitation. « Qui est cette fille ?» Bihi, avec un sourire qui semblait insensible à la tempête qui grondait en Della, répondit joyeusement. « Della, je te présente ma fiancée, Clara. » Clara,
voici mon amie Della. Le mot « fiancé » résonna dans la tête de Della comme un coup de tonnerre. Elle força un sourire, masquant la douleur qui consumait son cœur. D'accord, Billy, je pense que je vais repasser plus tard pour ne pas vous déranger. Mais Billy, sincère et sans malice, insista. Non, Della, reste. Rejoins-nous pour le repas. Clara sera ravie de faire ta connaissance. Della, ne trouvant pas de prétexte pour partir, se força à rester. Elle s'assit avec eux à table et partagea un repas dans un silence qui, pour elle, semblait interminable. Elle souriait poliment, félicitait Billy et Clara, mais à l'intérieur, elle était brisée. Chaque éclat de rire entre les deux fiancés, chaque geste tendre qu'ils échangeaient, était une lame supplémentaire qui la transperçait. Après le repas, Della quitta la maison, feignant une excuse quelconque. Dès qu'elle fut chez elle, elle s'enferma dans sa chambre et éclata en sanglots. Elle murmura, les larmes coulant sur ses joues. Peut-être que je ne suis pas faite pour l'amour. Peut-être que je suis condamnée à être seule. Pourquoi suis-je née ainsi? Avec ces muscles, avec cette force, mais incapable d'aimer comme une femme normale? Cette nuit-là, Della pleura jusqu'à s'endormir, se jurant de ne jamais laisser ses sentiments l'affaiblir à nouveau. Mais au fond d'elle, une partie de son cœur continuait de battre pour Billy, malgré tout. Le lendemain, Della, encore affectée par les événements de la veille mais déterminée à accomplir sa mission, se rendit au palais pour continuer à préparer les troupes en vue de l'affrontement imminent contre Dango. À son arrivée, elle aperçut le roi en pleine discussion avec un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Intriguée, elle s'approcha. Le roi, avec un sourire de fierté, la présenta. Della, voici mon fils, Caio. Il est revenu d'Europe avec quelque chose qui pourrait changer le cours de cette guerre. Della et Caio firent connaissance rapidement. Caio, bien que jeune, dégageait une assurance naturelle, et son regard montrait qu'il n'était pas ici pour faire de la figuration. Avec un geste théâtral, il ouvrit sa valise et dévoila le contenu, des explosifs modernes, un arsenal inconnu pour les habitants du royaume. Le roi expliqua. Caio a ramené ceci en apprenant la menace qui pèse sur notre royaume. Ces armes pourraient nous donner un avantage décisif. Impressionnée mais prudente, Della et Caio commencèrent à élaborer une stratégie pour intégrer les explosifs dans leur plan de bataille. Ensemble, ils mirent au point un piège ingénieux qui exploiterait l'ignorance de Dango et de ses hommes face à cette technologie étrangère. Le jour de l'affrontement arriva enfin. Dango, sûr de sa force, envoya un premier groupe de ses hommes pour sonder les défenses du royaume. À leur insu, des explosifs avaient été dissimulés le long de leur route. Dès qu'ils pénétrèrent dans le champ piégé, les charges s'activèrent, et tous furent balayés en un instant. Dango, déconcerté par ce phénomène inexplicable, hésita, mais décida d'envoyer un deuxième contingent d'hommes. Ce groupe connut le même sort que le précédent, à peine avancèrent qu'ils tombèrent sous l'effet des explosifs. Furieux et désemparé, Dango comprit qu'il avait sous-estimé la résistance du royaume. Pris de panique, il ordonna à ses hommes restants de battre en retraite. Mais Della, voyant l'occasion de mettre un terme définitif à cette menace, donna l'ordre de poursuivre l'ennemi. Dans la forêt, la bataille éclata. Les soldats de Della affrontèrent ceux de Dango dans une mêlée intense et brutale. Pendant ce temps, Della se retrouva face à Dango lui-même. Leur duel était féroce, Dango ayant l'avantage avec sa force brute et son expérience. Après un échange intense, Della fut désarmée et mise au sol. Dango, avec un sourire cruel, se prépara à lui porter le coup fatal. Mais avant qu'il ne puisse agir, Caio surgit discrètement et glissa un explosif allumé dans la poche de Dango. Caio, cria Della, voyant son geste risqué. Caio se tourna vers elle et hurla. Tout le monde fuyait. Les soldats de Della, réalisant l'urgence, abandonnèrent la bataille et s'éloignèrent rapidement. Dango, remarquant l'agitation soudaine, chercha à comprendre ce qui se passait, mais il était déjà trop tard. L'explosif dans sa poche détonna, emportant Dango dans une explosion qui retentit à travers la forêt. Lorsque la fumée se dissipa, Dango n'était plus.
Ceux de ces hommes qui avaient survécu furent capturés et emmenés en prison. De retour au palais, le roi, Della, et Caïo célébrèrent leur victoire. Bien que la guerre fût terminée, le royaume avait payé un lourd tribut, et Della, malgré son courage et sa détermination, se demandait si elle pourrait un jour trouver la paix intérieure. De son côté, Caïo gagnait l'admiration du peuple, mais son regard indiquait qu'il portait déjà le poids de sa décision. Safi, acculée par le chantage incessant, continua de rencontrer l'homme en cachette, incapable de trouver une autre solution pour préserver son secret. Chaque rendez-vous la rongeait de l'intérieur, jusqu'au jour où elle décida que cette relation toxique devait prendre fin, coûte que coûte. Lors d'une de leurs rencontres, alors que l'homme dormait profondément, Safi, submergée par la colère et le désespoir, l'asphyxia. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'un voisin, curieux de ses allées et venues, l'avait espionnée à travers une fenêtre. Après avoir vu ce qui s'était passé, il alerta le quartier. Les cris retentirent et les habitants accoururent. Safi fut arrêtée sur le champ et, lors de son procès, reconnue coupable de meurtre. Elle fut condamnée à 20 ans de prison. Lorsque son mari Kaya apprit la vérité, il fut brisé. Tout ce qu'il croyait savoir sur Safi s'effondra en un instant. 3 jours après son incarcération, Safi, rongée par la culpabilité et incapable de supporter sa situation, mit fin à ses jours dans sa cellule. Malgré tout, Kaya continua d'élever leur fille comme il l'avait toujours fait, avec amour et dévouement. Il jura de ne plus se remarier, préférant consacrer sa vie à sa fille et à la mémoire de son mariage, malgré ses zones d'ombre. Après la mort de Dango et la fin de la menace pesant sur le royaume, Della tenta de retrouver une vie normale. Un jour, alors qu'elle nettoyait sa maison, elle entendit frapper à sa porte. En ouvrant, elle découvrit Caïo, le prince héritier, debout devant elle, une fleur à la main. Surprise, elle resta figée un moment. Caïo, un peu hésitant mais déterminé, lui tendit la fleur et déclara ses sentiments pour elle. Della, depuis notre première rencontre, j'ai vu en toi bien plus que tes exploits et ta bravoure. Je t'aime, et je veux que tu sois à mes côtés. Della, bouleversée, recula. Caïo, tu ne peux pas être sérieux. Je ne suis qu'un tas de muscles, une guerrière. Que ferais-tu avec une femme comme moi? Mais Caïo insista. Il lui expliqua qu'il voyait au-delà des apparences, qu'il admirait sa force, non seulement physique mais aussi intérieure. Della, refusant de croire qu'un prince pourrait vraiment l'aimer, lui rendit sa fleur et le pria de partir. Le lendemain, Caïo revint à chaque occasion, déterminé à lui prouver qu'il était sincère. Peu à peu, Della commença à s'ouvrir à l'idée qu'elle pouvait être aimée pour ce qu'elle était, et non malgré ce qu'elle était. Finalement, elle accepta ses avances, et leur relation débuta. 6 mois plus tard, le roi Nkwame, affaibli par une maladie chronique, s'éteignit. Caïo monta sur le trône et, à la surprise générale, épousa Della, qui devint la princesse du royaume. Beaucoup dans le village murmuraient, se demandant comment un prince pouvait épouser une guerrière musclée, mais leur amour authentique finit par faire taire les critiques. 9 mois plus tard, Della donna naissance à une fille, qu'elle nomma Bintou, en hommage à sa défunte mère. Le royaume célébra cette naissance comme un symbole d'espoir et de renouveau, tandis que Della et Caïo continuaient de régner avec sagesse et amour, prouvant que les préjugés ne pouvaient jamais éclipser la force de leur union.